C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport, du football en particulier. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. La deuxième heure de l'after avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot comme tous les lundis après 23h. C'est le moment d'accueillir nos drôles de dames. Fred Hermel en Espagne, salut Fred. Hola chicos. Simone Rovera pour l'Italie, salut Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. David Lorto pour l'Allemagne, salut David. Allô Fred, salut Jean-Louis, salut à tous. Philippe Auclair va nous rejoindre dans une seconde. Et guest star de ce lundi, puisque sa sélection jouée ce soir, Nicolas Villas pour le Portugal. Wow. Salut Nico. On arrive. Bon, Nico. Guest star, ça suffira. Oui, c'est ça. T'es au Portugal Oui, ouais, chez lui. Je suis au rez-de-chaussée, ouais. Ah oui, voilà, c'est ça, d'accord. Bon, et ça Nico. fait un peu envoyé spécial, tu vois, il est dans la pièce à côté en fait. Alors qu'il est à 5 bornes. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, Nico? Défaite 3-0 donc des Portugais face aux Pays-Bas. On était sur place avec Édouard G. Il a tout acheté? Non, après, alors franchement, c'était vraiment c'était presque caricatural, tant ça ressemblait au match tout pourri, match à Genève, délocalisé. Alors, il y a une grosse communauté portugaise en Suisse et notamment à Genève, mais il n'y avait pas beaucoup d'ambiance. Santos a fait beaucoup tourner, notamment par rapport au dernier match face à l'Égypte. Il y avait 9 joueurs qui étaient pas là. Et qui ont joué ce match-là. Il y avait juste Rolando et Ronaldo au coup d'envoi qui avaient débuté le match aussi face à l'Égypte. Et après, c'est vrai qu'à la mi-temps, il y avait 3-0. Voilà, c'est la plus large défaite de l'ère Fernando Santos en 40 et quelques matchs. Il y avait 3-0 à la mi-temps. João Cancelo qui prend un carton rouge et qui complique un peu les choses en seconde période. C'était vraiment le scénar tout pourri avec un match qui était franchement pas réussi de la part de personne côté portugais. Ouais. Même Cristiano était pas bien? Ouais, écoute, alors parce que dernièrement il a cumulé les doublés là, hein. Il en a encore marqué un autre jour en sélection, mais au Real Madrid c'est Non, mais il a failli marquer. Il y a eu, alors c'est vrai que le Portugal a été pas mal, notamment sur coup de pied arrêté. Il y a eu 2-3 opportunités qui ont été pour lui. Mais c'est vrai que si tu veux, là où il n'a pas été mis à l'aise dans ce match-là, c'est que Santos a vraiment fait beaucoup de changements dans la compo de départ, mais au cours du match aussi. Ce qui fait qu'il est en train de tester, tu le sens, des choses en attaque. Alors normalement, ça devrait être André Silva, mais on l'avait dit déjà hier, il fait pas une énorme saison avec Milan, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a essayé Guedes, le joueur de Valence aussi. Très bon cette saison. Tu sens que ça tâtonne. Il y a eu Bruno Fernandes aussi. Il y avait une animation offensive qui était un peu modifiée avec un Quaresma titulaire, mais qui n'est pas souvent en équipe du Portugal. Santos t'a dit à la fin du match, on a eu beaucoup de problèmes dans les couloirs et ça s'est vu. Les deux premiers buts, ils viennent dans le couloir gauche de Mario Rui, qui a aujourd'hui fêté sa première internationalisation avec le Portugal. Mais il y a eu pas mal de soucis à ce niveau-là. Enfin, c'était vraiment un match très bizarre. Santos, lui, a assumé d'ailleurs la responsabilité de ça. Nico reste avec nous. On a Tony, supporter du Portugal, qui nous rejoint au 32-16. Salut Tony. L'ancien entraîneur de Benfica? Non, je pense pas. Presque, sans la moustache. Ah d'accord. Voilà, je voulais parler de ce match. Alors, moi, j'adore les matchs amicaux. Je vais vous dire pourquoi. Je me suis marré ce soir en regardant Portugal-Pays-Bas comme jamais. Déjà sur l'équipe, parce que l'équipe, c'était pas le Portugal. Hein. On peut pas. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Nico, mais on peut pas dire vraiment que c'était l'équipe du Portugal. Moi, je voyais plus l'équipe de carreleurs de Ponto Combo, en fait. Parce que les joueurs sur le terrain... Ah mais ils sont pas mal, hein, les carreleurs de Ponto Combo. Hein. D'ailleurs, je les salue. Ils m'ont fait du bon boulot dans ma baraque, je les salue. Et par contre, alors, j'avais une question à poser à Fred Hermel sur André Gomez. Mais qu'est-ce que c'est que ce coton-tige géant? Mais d'où il sort ce joueur? Je sais qu'il a pleuré. Je sais qu'il a pleuré pour Barcelone. Oui, j'ai envie qu'il m'aime, tout ça. Mais on peut pas t'aimer, t'es nul. André Gomez, tu es nul. Il a pas été... Non, mais il a pas été bon après. Je pense qu'il reprend une de tes célèbres citations, Fred. Oui, Tony. mais André Gomez à Valence, c'était un super joueur. C'était l'un des meilleurs milieux de terrain de la Liga. Mais parce que le mec était défoncé au sumol. Non, mais attends, ultra technique. Et après, il fait un choix de carrière qui ne fonctionne pas. Il va au Barça et ça ne marche pas. Et c'est vrai que il se fait siffler par le public. Voilà, il a fait cette confession, je ne sais plus dans quel journal, il y a une quinzaine de jours, qui a ému les gens et les gens. Voilà, Panenka. Il a ému les gens l'ont applaudi, etc. C'est quelqu'un qu'il faut. À qui il faut redonner de la confiance dans son talent, parce qu'il a, franchement, techniquement, il peut donner des soins à beaucoup de gens, hein. Mais d'un point de vue psychologique, aujourd'hui, c'est un footballeur qui est totalement détruit. Et dis-moi, Nico. Tony, ouais, vas-y. Pour te répondre, oui, Nico. Franchement, aujourd'hui,
il a vraiment fait le match du joueur qui n'est pas en confiance. C'est-à-dire, tu l'as senti, il y a eu effectivement ce super geste de la part du public de Barcelone, de lui faire une standing ovation, d'essayer de le rassurer un petit peu, de le mettre à l'aise. C'est quand même hyper courageux ce qu'a dit André Gomes. Je sais pas si tout le monde a suivi, mais en gros, il a expliqué à ce magazine, à Panenka Magazine, que il supportait très mal la pression d'un point de vue individuel. C'est-à-dire que quand la pression était collective, il arrivait à bien la vivre parce que ça faisait partie de son boulot, mais que les attentes qu'il y avait autour de lui, qui étaient liées au montant de son transfert, il le vivait mal. Mais il l'a avoué, il a dit, voilà, je supporte pas ça. Nico, c'est très bien d'avoir et la lucidité et l'envie d'avouer la franchise, ce genre de choses. Maintenant, une fois qu'on l'a lu, qu'on l'a entendu et qu'on en a parlé, maintenant c'est qu'est-ce qui va advenir de ce joueur? Est-ce qu'il va pouvoir trouver un psy pour parler? Est-ce qu'il va pouvoir se sauver? Il va trouver un nouveau club, visiblement. Et ensuite un nouveau club, et ou alors peut-être qu'il ne surmontera jamais. Et dans ce cas-là, ce sera plus un joueur de foot. Tu vois, maintenant, on ne peut pas revenir indéfiniment sur ses propos. C'est très bien. C'est parfait d'avoir la franchise de le dire. Mais aujourd'hui, c'est franchement. Enfin, tu te souviens quand il jouait à Valence, c'était le meilleur joueur de Valence. Non, mais moi je pensais pas qu'il aurait cet avenir-là. C'est ultra technique. Et dis-moi, Nico, Rolando, il a donné quoi? Il a joué la première période qui a été la période compliquée, vous l'aurez compris, puisqu'ils prennent 3 buts en 45 minutes. Mais pour le coup, c'est pas forcément lui qui a été mis en cause. Alors José Fonte sur le premier but, il a la ramasse. Moi, j'ai été très étonné de voir José Fonte au coup d'envoi, franchement. Alors, on sait que Santos, de toute façon, va en sacrifier un, puisque alors ça peut paraître très curieux, mais au Portugal, il y a un vrai problème au niveau de la charnière, à tel point que Ruben Dias, qui est un jeune Portugais qui joue au Benfica, qui était convoqué pour ce match, qui s'est blessé juste avant justement d'intégrer la sélection, a pas pu être là. Au Portugal, il y a un peu comme il y avait eu avec André Silva avant l'Euro 2016, même s'il n'avait pas participé à l'Euro par la suite, il y a une grande campagne de communication au niveau des médias pour que Ruben Dias fasse partie de cette sélection. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défenseurs qui sont vieillissants, je parle des centraux en l'occurrence, mais c'est vrai que là, pour le match d'aujourd'hui, alors autant l'équipe de France, il y a des problèmes chez les latéraux, autant c'est vrai que Santos, il a des problèmes de riche, parce que à droite, il y avait Cancelo, alors qui a été exclu, qui a passé un bon match, il a aussi Cédric comme possibilité, il a Nelson Semedo qui est aussi au Barça, il a Ricardo, vous savez, l'ancien de Nice qui est à Porto, qui est même pas convoqué en équipe nationale, il a pas mal de choix, et il a donc eu ce soir à gauche Mario Rui, le joueur du Napoli. Juste un petit chiffre quand même, pour vous voyez à quel point... Il n'y en a pas un qui a la double nationalité française, portugaise. Il y en a même quelques-uns. Il y a Rafael Guerreiro et Adrien Silva et Anthony Lopez. Il y en a même plusieurs. C'est trop tard pour s'arranger, j'imagine. Juste un mot sur Mario Rui. Et Guerreiro, il devient quoi? Ouais, c'est vrai. Alors il a joué aujourd'hui, c'est la première fois qu'il jouait donc avec l'équipe A du Portugal. Il a remplacé Coentrão parce que Coentrão avait été convoqué, mais il n'était pas bien physiquement, il est reparti au Sporting. Un chiffre, c'était le 47e match dirigé par Fernando Santos. Vous avez une idée de combien de joueurs il a lancé en équipe nationale? 20. 32 joueurs, c'était le 32e ce soir. C'est énormissime. C'est énorme. Ah oui, toi tu parlais de Mario Rui là. Oui, exactement. Parce que Daniel te parlait de Guerreiro, savoir ce qu'il devenait. Ah, Raphaël, il a Dortmund. Ah bah, non mais il t'embrasse. On lit les journaux des fois. Ok, non mais très bien, mais comment ça se passe pour lui? Parce qu'on n'entend plus du tout parler de ce joueur qui à un moment, et quand il était parti de France, on le regrettait. D'arrière gauche, il était passé milieu. Je sais pas, mettez-vous à deux, David et toi, pour nous expliquer. Mais il a été blessé très longtemps cette saison à Dortmund. Il a eu quand même un truc qui a été assez compliqué pour lui, c'est qu'il avait été repositionné au milieu de terrain avec Tuchel notamment la saison dernière. C'était pas forcément un poste qu'il affectionnait. Cela dit, en équipe nationale, il jouait à gauche. Mais c'est vrai que depuis l'Euro, souvenez-vous, à l'Euro, il s'était blessé. Il n'a pas joué tous les matchs à l'Euro 2016. Il a eu du mal à s'en remettre. Il revient tout doucement. Il a parfois quelques rechutes. Mais c'est vrai qu'en équipe nationale, il commence à y avoir match avec Coentrão cette saison maintenant. Ah ouais, alors que lui, on pensait complètement cramoisi, lui. Disons, alors Coentrão, c'est marrant parce que c'est un peu le psychodrame. Il est reparti au Sporting où il a retrouvé Jorge Jesus, qui était l'entraîneur qui l'avait lancé, qui avait fait de cet ailier, cet ancien ailier, un latéral gauche au Benfica, qui l'avait permis de le vendre à 30 millions d'euros au Real Madrid. Il est retourné au Sporting, il est prêté par le Real d'ailleurs, toujours Coentrão. Et il y a eu des scènes au Portugal, et on en parle très souvent. Il a des pétages de plomb parfois. Jorge Jesus l'a remplacé il y a quelques semaines. Il est rentré sur le banc, le retourné sur le banc. Il a donné des coups de pied, il s'est mis à chialer, mais à chaudes larmes. Il s'est mis à pleurer. Il y a des psys qui ont commenté ça dans la presse. Enfin, il est très instable psychologiquement, ce qui fait que parfois, au Real, il était incapable de s'entraîner. C'est-à-dire qu'il était blessé pendant 6 mois. Tu sais, c'est un petit pépin, une micro-déchirure qui durait pendant 6 mois.
ou une grosse contracture pendant 6 mois. Mais vraiment lui aussi psychologiquement. Alors que, attention, dans la conquête de la décima du Real Madrid en 2013-2014, il est le latéral gauche titulaire puisque Marcelo est blessé. Il est finaliste, il est titulaire à la finale contre l'Atlético. C'est un joueur beaucoup plus fort mais c'est d'ailleurs quand il sort et que Marcelo entre que le Real inverse le cours de la rencontre. Contre l'Atlético, effectivement. Allez, on en reste là sur le Portugal, donc battu 3-0 face aux Pays-Bas. Nico, merci. Merci à vous les gars. À très vite, on se retrouve dans l'after à partir du vendredi à chaque fois, vendredi, samedi, dimanche. La Ligue 1 selon Villas. Merci Tony également au 32-16. Salut Tony. Mais de rien, bonne soirée à vous. À bientôt. Philippe Auclair nous rejoint. Salut Philippe. Salut, je vous écoute avec beaucoup d'attention sur ce match dont le résultat m'a complètement épastouillé. Oui. Surtout après avoir vu les Pays-Bas contre l'Angleterre. Mais bref. Eh bien écoute, on y va Philippe pour ton avis tranché. Jingle Auclair. Il a été Pichichi, ou l'équivalent anglais Pichichi. Et donc Philippe, tu vas nous parler de la sélection anglaise qui s'est imposée 1-0 face aux Pays-Bas vendredi. Oui, écoute, et que j'ai trouvé plutôt séduisante. J'ai pas été le seul d'ailleurs. Je veux dire, on est presque un petit peu surpris par ce qui se passe avec Gareth Southgate. Vous vous souvenez peut-être des circonstances. L'intérimaire ? Au départ, c'était l'intérimaire. Tu te souviens, Daniel, comment ça s'était passé, puisque le grand Sam Allardyce, le Morse, était arrivé après une performance plus que décevante, dirons-nous, de l'Angleterre à l'Euro, et avait duré en tout et pour tout un match avant d'être victime. Enfin bon. Déjà qu'on ait eu l'idée de le mettre, c'était déjà fou. Oui, certes, mais si tu veux, il n'y avait pas beaucoup d'entraîneurs qui se bousculaient au portillon pour prendre ce job. Et finalement, Gareth Southgate, qui jusque-là est entraîneur des U21, a donc pris le job, qui fut un joueur de très grande qualité. On se souvient de lui, Gareth Southgate, international anglais. Un entraîneur qui a eu des hauts et des bas, mais qui se débrouillait plutôt bien avec les jeunes Anglais. Et on se disait, bon, ok, c'est un bouche-trou, c'est un petit peu le symbole du manque d'entraîneurs de grande qualité en Angleterre. Et puis, petit à petit, il y a une personnalité qui commence à se dégager. Il s'affirme et il s'impose. Il s'affirme et il s'impose, absolument. Et les résultats sont bons. Comment il joue ? C'est quoi ? Ça va être quoi son ossature ? Les mecs sur qui il s'appuie ? Alors écoute, sur qui il s'appuie ? L'ossature, ça sera un 3-4-3, a priori. Ah oui ? Il nous a réservé une grosse surprise. Ça. Oui, c'est original. Il nous a réservé une grosse surprise dans le match contre les Pays-Bas, excusez-moi, qui est le fait qu'il a fait jouer Kyle Walker, donc qui joue a priori arrière droit dans le 4, qu'est-ce que vous voulez à Manchester City. Il l'a fait jouer arrière droit dans une défense à 3. Quand je dis arrière droit, arrière central droit dans une défense à 3. Okay, donc ayant deux pistons sur les côtés, ça va Kieran Trippier et Danny Rose. Et ça a marché, ça a été très bien. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé simplement ce qu'il a vu de ce qu'a fait Pep Guardiola avec Manchester City, de la même façon qu'il a utilisé ce qu'il a vu de ce que fait Jürgen Klopp avec Oxlade-Chamberlain à Liverpool. Et il utilise en fait ce qu'il voit, grand développement dans l'histoire de notre football, pour créer une équipe dont l'ossature, en fait, et la stature tactique, tire le parti maximum des individualités. Alors c'est quoi sa ligne d'attaque ? Kane sera l'avant-centre. Kane sera l'avant-centre. Alors il y a, si tu veux, il y a un petit problème dans la mesure où est-ce que tu veux avoir, par exemple, un Rashford qu'on a vu qui n'a pas été formidable en pointe. Est-ce qu'il va falloir jouer Dele Alli ? Est-ce qu'il va falloir jouer Adam Lallana qui a moins d'heures de vol, j'allais dire, avec Liverpool. Raheem Sterling, bien évidemment, qui est titulaire avec Manchester City. Il y a du monde quand même. Mais le problème, c'est pour ça que je pose la question à Philippe, parce qu'il y a effectivement beaucoup de joueurs, mais je ne sais pas s'ils arrivent à justement choisir et à dégager quelque chose de clair, ou est-ce que c'est quand il y en a un qui joue, s'il n'est pas trop bon, on dit on aurait dû mettre l'autre, parce que ça c'est toujours un piège pour les sélections. Absolument, mais j'ai l'impression que Southgate est en train de nous surprendre, à savoir qu'il a un plan clair pour son équipe. Et franchement, c'est pas arrivé depuis un bout de temps. Là, si tu veux, il était avec Jesse Lingard et Raheem Sterling dans ce que tu pourrais appeler, oui, c'était un 3-4-3, où Rashford était franchement le point d'appui en attaque, l'avant-centre. Il n'a pas eu un grand match, mais bon, on sait que ça sera un Harry Kane de toute façon. Et il y a également la possibilité d'avoir Jamie Vardy, qui n'est pas n'importe qui et n'importe quoi. Il n'a pas fait jouer Dele Alli. On verra a priori Dele Alli contre l'Italie demain soir. Page de pub, Jean-Louis, pour soirée quand même assez exceptionnelle. Bien sûr, demain soir, puisqu'on va pouvoir suivre cette grande soirée de football européen en étant sur les stades. Moi, je serai à Angleterre-Italie à Wembley. On vivra ça ensemble. On sera partout. Allemagne, Brésil aussi, Espagne, absolument Argentine. Absolument partout. Mais
Je veux surtout pas faire mousser l'équipe d'Angleterre qui va se présenter très modestement au mondial. Simplement, ce que je vois, c'est un entraîneur qui grandit dans son job, qui visiblement a des joueurs qui l'apprécient, qui produit du jeu, qui aussi a mis en place une défense qui ne prend plus de buts. Je pense qu'en France, c'est quelque chose qu'on aimerait bien copier. Après ce que j'ai vu du match contre la Colombie. Enfin, ça, c'est une autre paire de manches. Et avec, il manque peut-être un vrai créateur, en sens que l'Angleterre n'a pas un joueur comme, je sais pas moi, quand je vois la passe d'Iniesta, par exemple, pour le but de Rodrigo pour l'Espagne. Ah oui, mais il n'y a pas beaucoup de pays qui l'ont. Ça, voilà, il n'y a pas beaucoup de pays qui l'ont. Je me la repasse, et l'Espagne, c'est tout. Non, mais je me la repasse dans mon petit cinéma intérieur parce que c'est tellement magnifique. Sur l'écran noir de Tête Nuit Blanche. Et oui, ben voilà, mais je me passe la passe d'Iniesta. Non, il n'y a pas de. Mais ça devrait être Dele Alli normalement. Le joueur un peu exceptionnel, créateur. Il est pas dans ce style-là. On n'a pas ce style. Il y a l'Italie qui a un Iniesta du pauvre, enfin un Iniesta SDF. Oui, après, t'en as dans d'autres sélections. Ouais, Verratti, non mais oui, mais c'est un Iniesta SDF. Eriksen avec le Danemark. Eriksen avec le Danemark. Bernardo Silva, malgré tout, avec le Portugal quand le Portugal se retrouvera. Il y a d'autres joueurs. Coutinho avec le Brésil. De Bruyne. Avec et quelques autres avec pardon. Ça devait pas susciter une telle réaction. Enfin, si, un peu quand même. Je pense que tu vas pouvoir prendre ce segment, tu vas pas l'utiliser comme clip de présentation maintenant, tu vois. C'est bon. Philippe, tu voulais dire un mot également dans le reste de l'actu en Angleterre sur l'avenir du banc de touche à Arsenal. Ouais, parce qu'on a beaucoup parlé un petit peu, je pense en France, on a parlé de Thomas Tuchel pour le PSG, on a parlé de lui en Angleterre pour Sache qu'au PSG on a parlé de tout le monde hein. D'accord, oui, c'est un petit peu ce que je pensais. Tout le monde, et on n'attend plus que maintenant la rumeur Pierre Ducrot sur le banc. On l'a pas eu encore, mais on peut la créer ce soir. Ça va venir. On peut toujours la lancer, je sais pas si elle va être prise au sérieux quand même. Mais on a parlé et pas n'importe qui. Bon, un magazine bien informé. Je sais pas si David est avec nous déjà, mais il est là. Il est là. Bon, ben David, salut. Et tu peux peut-être nous en dire plus parce que Tuchel fait partie des gens qui sont sur la shortlist entre guillemets qui était peut-être imaginé par la presse britannique pour prendre la succession d'Arsène Wenger dès cet été, hein, précisons-le. Ce qui évidemment aurait du sens parce que tu as déjà Mkhitaryan qui est là. Tu as Aubameyang qui est là, tu as Sven Mislintat qui est là, même si les relations entre les deux étaient assez compliquées, dirons-nous, à la fin du passage de Tuchel au Borussia Dortmund, mais on en parle beaucoup. Tu serais pas en train de faire la question et la réponse de David en même temps là? Non, parce que ce que je voudrais savoir, c'est si jamais c'est du lourd ce que nous ont proposé nos confrères allemands, ou si c'est une rumeur de plus. Moi j'ai l'impression que c'est plus lourd que ça. En fait, il y a un élément qu'il faut bien avoir à l'esprit. Alors, ça pourrait concerner n'importe quel entraîneur avec un peu d'ego et n'importe quel entraîneur haut de gamme. Mais il y a quelque chose avec Tuchel qui est un gars qui résonne beaucoup, qui est très intellectuel, très, comment on appelle ça, un peu cérébral, quoi. Vraiment, parmi les entraîneurs, contrairement peut-être à des entraîneurs. Comme Fred Hermel avec les femmes, tu veux dire? Je sais pas. Cérébral. Non, je suis pas sûr. Avant tout. Oui, bizarrement. Oui, il faut des belles façons. Ce que je veux dire, c'est que Tuchel, il va aller dans un projet avec une réflexion préalable. C'est-à-dire que si on lui propose un deuxième ou un troisième choix, comme c'est le cas au Bayern actuellement, puisque par définition, et j'y reviendrai tout à l'heure, il est deuxième choix, ça il refuse catégoriquement derrière Heynckes en l'occurrence. Et si on lui, donc voilà, ça c'est un élément quand même qui met en lumière, qui éclaire un peu ses décisions potentielles. Si on lui propose Arsenal avec un champ de travail étendu, avec toute l'aura que peut avoir ce club malgré les dernières saisons, si on lui propose quelque chose comme ça, il va sans aucun doute Tuchel aller davantage vers un projet comme ça que vers un environnement dans lequel il aura des contraintes avec des présidents trop présents, avec au Bayern, oui, ça existe. Hein. Bah oui, et surtout un choix qui aura été hésitant. Et le Bayern, il va bien leur falloir un coach l'année prochaine. Il va continuer, papy? Bah ça, on va en reparler un peu tout à l'heure parce que c'est vrai que ça commence à devenir un sujet brûlant. Ce sera ton avis tranché, effectivement. Vous avez vu que Wenger se plaint d'être discriminé sur son âge? Oui, on a vu ça, absolument.
Non, c'est pas l'âge qu'on critique chez lui. Bah, lui trouve que c'est l'âge. Et que s'il n'y avait pas cet âge-là, tu le jugerais différemment. L'âge et la durée, cela dit, j'ai pas l'impression qu'on fasse beaucoup de discrimination basée sur l'âge au Bayern avec Jupp Heynckes, mais bon, ça c'est une autre paire de manches. Très bon argument, Philippe, t'as raison. Oui, juste pour finir, parce que c'est très drôle, enfin moi je trouve ça très drôle. Vous connaissez peut-être ce club qui s'appelle Inverness Caledonian Cecil, donc le club d'Inverness. Oui, c'est au Loch Ness. Au Loch Ness, absolument. J'étais à Noël. Et ben voilà, ils ont une nouvelle mascotte. Qui est un petit dinosaure, c'est la forme d'un dinosaure vert, mais devinez le nom de la mascotte, et je trouve ça tellement magnifique. C'est Lionel Messi. C'est drôle. C'est génial. Franchement, ce qui est le surnom, bien évidemment, du monstre du Loch Ness en Écosse. Pas mal. Oh oui, c'est ravissant, franchement. C'est une des raisons pour lesquelles on peut adorer le football écossais. Il y en a beaucoup d'autres, d'ailleurs. Très bien. Et demain, je vais voir, moi, direct, au Wanda, Lionel Messi avec un M. Bien sûr. Qui s'est entraîné chez Cristiano Ronaldo, d'ailleurs. Oui. Ça a fait des images en Espagne, bien sûr. Bah, oui, mais les gens sont étonnés pour ça. Enfin, moi, non, mais c'est vrai que ça fait une info, ça, en Espagne. Messi qui s'entraîne au centre d'entraînement du Real. Bah oui, mais enfin, mais c'est pas le joueur du Barça qui est venu, et encore, même ce serait pas gênant, c'est le joueur, la star de l'Argentine, et c'est vrai que c'est quand même le plus beau centre d'entraînement d'Europe. En tout cas, c'est le meilleur d'Espagne, et ils vont pas aller s'entraîner là où s'entraîne l'Atlético, où c'est quand même un centre d'entraînement, on va dire, de 3e division. Ah ouais, quand même. Non, mais l'Atlético, un super stade, mais franchement, leur centre d'entraînement, c'est assez pourri, et c'est tout à fait normal que le Real Madrid ait cédé gratuitement ses installations pour que l'Argentine puisse s'entraîner quelques jours. Fred, tu fais dans un instant ton avis tranché sur la sélection espagnole qui a offert un match de très haut niveau face à l'Allemagne. On s'est régalé, effectivement, on a évoqué la passe d'Iniesta, il n'y a pas eu que ça. Tu développes ça dans une seconde dans ton avis tranché. Il y aura également celui de David Lorto et celui de Simone Rovera également, puisque l'Italie a joué. À tout de suite.